par Alexandre Rambaud, qui va nous exposer un peu la conception qui est en train d'émerger, on a sans doute entendu parler sur la comptabilité écologique. Et puis Emmanuel Bois-Potrinal vous parlera peut-être des modèles économiques que l'on pourrait essayer de mettre en place autour donc, de l'idée de régénération. C'est le quatrième concept qu'on a convoqué cet après-midi dans ces dialogues. Le concept de régénération qui avait déjà été abordé par Nadir Ajou. Alors, Alexandre Rambaud. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Alors, je suis un peu enrhumé, désolé par avance pour la voix. Donc oui, je vais parler un peu de comptabilité écologique, parce que actuellement il y a une réflexion de plus en plus poussée sur l'enjeu de la comptabilité dans les questions écologiques. Le premier constat qu'on fait, c'est que les systèmes comptables des entreprises, des organisations de façon générale, sont complètement aveugles aux enjeux écologiques. Par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est un agriculteur qui veut faire, par exemple, je sais pas, du paillage, n'a aucun moyen de mettre en avant dans sa comptabilité que s'il passe des coûts liés au paillage, c'est pas juste des coûts simples, c'est des coûts qui ont une fonction. Et donc ça, c'est absolument illisible dans une comptabilité. Donc la comptabilité et les systèmes comptables actuels des entreprises ne sont pas faits pour rendre compte des enjeux sociaux et environnementaux, et ça a même conduit à un rapport récent qui était en préambule de la loi Pacte sur la révision de l'entreprise pour le XXIe siècle, à dire que dans ce cadre-là, les acteurs de l'entreprise ne pouvaient pas prendre de décisions avisées. Ce qui est une réalité, hein, ces systèmes comptables qui sont à la base de la compréhension de l'entreprise, de la modélisation de l'entreprise et derrière qui impactent en fait la compréhension même de l'économie, n'intègrent pas les enjeux sociaux et environnementaux, on ne voit pas comment on peut prendre véritablement des décisions avisées. Alors l'autre problème qui se pose, c'est qu'il y a des tentatives pour intégrer les questions écologiques dans la comptabilité, mais la plupart du temps, cette intégration se fait avec une idée très nette et très claire, qui est que la nature, d'un point de vue comptable, est traitée comme un actif, c'est-à-dire un pur moyen productif qui est à valoriser à une valeur de marché. Et à partir de là, la comptabilité devient une sorte de méga analyse coût-bénéfice, en disant on va avoir donc de la nature qui est donc moyen productif, valoriser la valeur de marché, et en face, donc je regarde donc, ce que ça peut m'apporter comme productivité, et en face j'ai des coûts, et donc à partir de là, je détermine des niveaux d'exploitation de la nature. Donc ça commence à se développer. Un des problèmes, au-delà de problèmes même moraux, et liés à l'évolution aussi du droit de l'environnement, c'est qu'on sait depuis les années 70 que quand on part sur une analyse coût-bénéfice comme ça, à partir simplement d'une vision productive de la nature, les niveaux de préservation que l'on obtient sont en deçà des niveaux, on va dire, scientifiques acceptables. D'ailleurs, un des derniers prix Nobel, enfin le dernier prix Nobel en économie, Nordhaus, peut sans sourciller expliquer que quand on fait ça au niveau climatique, on obtient un changement climatique à plus 3,5 degrés, et c'est normal parce que voilà, on a optimisé tous les systèmes en prenant en compte tous les actifs et les externalités positives et négatives comme il faut. Donc il y a un moment donné, ça pose beaucoup de questions, et ça pose aussi une autre question qui est que c'est une lecture très simplificative et réductrice de la comptabilité qui n'a jamais fait ça, n'a jamais fait d'analyse coût-bénéfice de la comptabilité. La comptabilité d'entreprise, c'est une comptabilité en fait qu'on appelle un coût historique, qui n'est pas en valeur de marché. Toutes les entreprises fonctionnent comme ça. Et la comptabilité, sa fonction, c'est de dire, voilà, il y a des ressources qui sont apportées à l'entreprise et qui constituent des dettes à rembourser. Ça, c'est la base. Vous avez une banque qui apporte de l'argent, vous avez un actionnaire qui apporte de l'argent. C'est une ressource et c'est quelque chose à rembourser. C'est une dette. À partir de là, on va employer cet argent et cet emploi, c'est coûteux et c'est grâce à ces coûts qu'on va avoir de nouveaux moyens. Donc ce sont les coûts qui constituent les moyens. Et la comptabilité sert à donner une information sur la structuration de ces coûts qui ont des fonctions. Alors, ça, c'est la base de toute entreprise qui fait que la première des performances, ce n'est pas la rentabilité, c'est ce qu'on appelle la solvabilité. La possibilité de pouvoir rembourser des dettes. Et aucune entreprise ne peut être rentable si elle n'est pas solvable. Alors quand on passe aux enjeux environnementaux, d'un seul coup, cette idée-là disparaît totalement.
Alors, avec un certain nombre à la fois de chercheurs, de praticiens, d'institutionnels, donc on développe une autre façon de comprendre justement la comptabilité, qui en plus est totalement donc, en lien avec ce que je viens d'expliquer sur la réalité de la comptabilité dans l'entreprise actuellement, qui s'appelle le modèle CARE, pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc une comptabilité intégrative dans le respect de l'écologie. Et ce modèle CARE, justement, c'est l'idée qui est derrière, c'est de dire si par exemple on exploite un écosystème, de la même façon qu'on a une dette vis-à-vis d'une banque, il va falloir être en mesure de rendre l'écosystème. Donc, la question de la préservation, ce n'est pas la comptabilité qui doit la gérer, les niveaux de préservation, c'est des enjeux politiques. Et à partir de là, par contre, la comptabilité, ce qu'elle doit faire, c'est ce qu'elle a toujours fait, c'est structurer les coûts nécessaires pour arriver à préserver, donc à être en mesure de rendre la chose qui est exploitée. Donc, être en mesure de rendre ce que la banque prête, être en mesure de rendre ce que l'écosystème en lui-même. Donc, l'idée de CARE, c'est de dire vraiment l'enjeu de la comptabilité, fondamentalement, et des systèmes économiques derrière, c'est de partir du principe que, notamment l'environnement, doit être ce qu'on appelle en comptabilité un passif, c'est-à-dire cette idée de dette environnementale, que derrière, on va employer ce passif, ça va donner en fait des actifs, donc par exemple dans le cas de l'agriculture, les emplois, par exemple le sol donc, est une dette, le sol est un passif. C'est, pour reprendre d'ailleurs un terme qui avait émergé lors des discussions avec le mouvement en agriculture du vivant, c'était une concession. En fait, le sol est une concession, on va dire, de l'humanité, pour l'humanité. Et par contre, l'actif, c'est l'emploi que l'on fait du sol. C'est-à-dire une culture de blé, une culture arboricole, aussi un support de construction. Et que tout ça, en fait, est évalué au coût nécessaire pour maintenir à terme le sol. Voilà. Et donc, la comptabilité va devoir faire ce qu'elle a toujours fait, encore une fois, c'est structurer de la meilleure façon possible, avec le meilleur niveau d'information, la fonction des coûts, pour générer un nouveau type de dialogue avec les acteurs, notamment avec les investisseurs, avec les consommateurs, avec les fournisseurs, avec l'État et donc tout type d'acteurs. Et donc de centrer les systèmes économiques sur une comptabilité reconceptualisée de cette façon-là, qui est alignée à la fois avec une vision historique de la comptabilité, mais qui est alignée aussi avec une vision de préservationniste, qui est, on va dire, la base de ce qu'on appelle la souveraineté forte, et qui permettrait en fait d'avoir donc, comme je le disais, un nouveau type de dialogue avec tous les acteurs, à la fois de l'entreprise et les acteurs socio-économiques. Donc voilà, c'est un des enjeux actuels. Et pour terminer, ce modèle CARE est en train d'être expérimenté de façon de plus en plus forte sur le terrain, que ce soit dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrie. Et on vient de terminer la construction, le lancement d'une chaire comptabilité écologique, que je co-dirige, qui est porté par AgroParisTech, l'Université Paris-Dauphine, l'Université de Reims, qui va aussi, entre autres, expérimenter le modèle CARE et aussi remonter à d'autres types de comptabilité jusqu'à la comptabilité nationale. Voilà. Merci Alexandre Rambaud. Alors là, on a intitulé ce dialogue de régénération une nouvelle économie. Alors, quand on parle d'économie, on parle souvent de modèle économique. Prenez ce micro-là, celui-ci, fonctionnait. On parle souvent de modèle économique, qui est un modèle assez contestable, mais enfin, en tout cas, quand on parle de modèle, on parle d'expérimentation, de nouvelles choses qui peuvent apparaître. Comment est-ce que vous voyez un peu cette nouvelle économie régénératrice, comme pour reprendre ce terme de Nathalie Rajou? Merci. Bonjour à tous. Alors, mon propos va sûrement vous paraître extrêmement terre-à-terre, après celui d'Alexandre, qui est beaucoup plus conceptuel. En fait, moi, j'ai raccroché la régénération au travail de l'agriculture et de la sylviculture et à l'existence des structures qui leur sont liées. Je ne me suis pas présentée, je travaille au ministère de l'Agriculture, au Conseil général de l'agriculture et de la forêt, sur des missions, je dirais, entre les politiques publiques, pour essayer de trouver une convergence entre les politiques publiques, à la fois de l'agriculture et de l'environnement. Cette régénération, donc ces métiers sont en évolution, notamment au travers de nouveaux systèmes de production, et l'agroécologie est effectivement un modèle qui est aujourd'hui celui
enfin un concept général qui est celui qui prend le mieux en compte la régénération de la ressource. Parce qu'on est loin de rémunérer aujourd'hui la régénération de la ressource. On ne rémunère déjà pas la production, même faite de la façon que nous critiquons tous, c'est-à-dire de façon intensive. Vous savez bien que les agriculteurs souffrent en permanence de la volatilité mondiale. On sait très bien que le foncier qui est immobilisé est très peu rémunéré. La rémunération du travail, elle est faible. Dans la plupart des cas, le résultat de l'emploi serait négatif s'il n'y avait pas les subventions. Quant à la solvabilité des entreprises agricoles, alors là, vous avez expliqué très clairement ce qu'était que la solvabilité, c'est-à-dire la capacité à rembourser ses dettes. Vous savez qu'on est dans des situations extrêmement fragiles. Alors cette course à la compétitivité, elle a écrasé le revenu du travail, cause des aberrations globalement. Quand on voit qu'on va importer 5 milliards de mètres cubes, nous importons 5 milliards de mètres cubes d'eau dite virtuelle, qui n'est pas si virtuelle que ça, puisqu'elle provient des pays du Maghreb, où on sait qu'on pompe allègrement dans l'eau fossile actuellement. Et pour vous donner un ordre de comparaison, aujourd'hui, l'eau que nous prélevons, nous, pour l'irrigation agricole, est de l'ordre de 3 milliards de mètres cubes. Donc on importe 5 milliards de mètres cubes des pays du contour méditerranéen. C'est énorme et c'est un scandale, bien évidemment, non seulement écologique, mais aussi humanitaire. Cet échec, cette situation d'échec de la compétitivité de notre agriculture, elle se mesure aussi à notre commerce extérieur. Et aujourd'hui, cette année, pour la première année, au niveau de nos échanges avec l'Europe, nos importations ont dépassé nos exportations. Donc, évidemment, on se dit, tout le monde se dit qu'il faut changer de modèle économique. On peut relier la régénération à des nouveaux systèmes de production qui sont capables de renforcer les services écosystémiques dont les uns et les autres ont parlé avant moi. Mais il faut faire quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose sur le plan de l'économie de ces entreprises agricoles aujourd'hui. Le risque que nous prenons, c'est de voir disparaître le modèle de l'agriculture familiale que nous avons dans notre pays. Et là, je peux vous dire qu'avec un prix du foncier aujourd'hui légèrement inférieur en France à ce qui se pratique en Europe, on se bouscule à la porte des rachats de terres par des fonds divers et variés. Ça peut être aussi des rachats de terres par des entreprises qui intègrent beaucoup plus la transformation ensuite à l'aval. Mais ce modèle, et on irait à des formes d'exploitation où l'agriculteur serait salarié, si vous voulez, à ce moment-là. Donc on perdrait ce modèle d'agriculture familiale qui, je pense, dans une vision peut-être plus raisonnable et de plus de partage, est tout de même intéressante. Juste peut-être pour finir, parce qu'on va manquer par le temps. Juste une question peut-être pour finir, qu'Alexandre aussi puisse peut-être répondre, c'est comment est-ce qu'on peut impulser ces nouvelles idées, ces nouveaux modèles, ces nouvelles expériences. Et en particulier, est-ce que le Conseil général de l'agriculture a un rôle de conseil du ministère de l'Agriculture? Alors on suit, nous, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, la rémunération des services environnementaux, puisque une agriculture ou une sylviculture vertueuse produisent des services environnementaux. Ils essayent de réduire les externalités négatives et produire des services environnementaux. Alors les services environnementaux, ça correspond à des actions ou des modes de gestion assurés par des acteurs qui améliorent l'état de l'environnement en contribuant à optimiser le fonctionnement des écosystèmes et en augmentant les services écosystémiques qu'ils rendent.
Donc il y a une réflexion, alors notamment au niveau de la PAC, aujourd'hui, qui cherche un moyen pour financer au résultat, et non pas simplement comme ça se faisait jusqu'à présent à travers les mesures agro-environnementales, les fameuses MAEC, où on subventionne pour un manque à gagner. Là, on est dans une démarche totalement différente, beaucoup plus noble, je dirais, pour l'agriculteur, qui est celle de valoriser le résultat. Un résultat qui va pouvoir s'évaluer, soit au travers de la présence de haies. Donc, je vais reprendre peut-être les 4 pistes qu'on a. On peut mesurer, calculer le maintien et l'entretien de structures paysagères, la création d'infrastructures paysagères, là on pense en particulier aux haies, de pratiques agronomiques plus bénéfiques, ou bien l'évolution de ces mêmes pratiques. Donc, tout ça peut se mesurer et tout ça peut correspondre à une rémunération. Alors, on va, je pense que ça vous intéressera, publier dans quelques semaines 3 guides de paiement pour services environnementaux destinés soit à l'État, soit aux collectivités territoriales, soit aux entreprises privées. Les entreprises privées sont assez demandeuses aujourd'hui de paiement pour services environnementaux, notamment quand il s'agit de stockage du carbone. Ça rentre aussi dans leur démarche de RSE, entre autres, et de compensation de leurs émissions carbone. Voilà, donc le message que je voudrais passer, c'est qu'il faut oser donner une valeur à ces externalités positives de l'agriculture et de la forêt, oser donner une valeur à ces services environnementaux. Si on ne leur donne pas de valeur, on ne va pas pouvoir travailler dessus. C'est quelque chose de très clair. Et c'est parce qu'on va leur donner de la valeur que les choses vont avancer. Parallèlement, il va falloir augmenter l'expertise, la formation et l'information. Parce que ça, dans la nature, dans la campagne, on est encore très très loin de pouvoir répondre à ces appels à projets. Il faut de l'expertise, même s'il y a des tas d'expériences aujourd'hui très intéressantes, de belles success stories. On est loin d'embarquer encore toute l'agriculture française. Et ça, c'est tout à fait possible. On sent qu'en ce moment, il y a effectivement une ouverture à la fois de la société, mais aussi des agriculteurs pour aller dans ce sens. Bien, merci. Alors, on va juste terminer avec Alexandre. Quand même, je voudrais avoir un peu un point de vue, un regard très rapide en 1 minute sur concrètement comment est-ce qu'on peut faire passer des idées aussi nouvelles que celles de la comptabilité écologique dans les entreprises, plus généralement dans les mentalités. Alors, un des premiers moyens, c'est déjà d'avoir un travail au niveau de la normalisation comptable qui a l'évolution, enfin un droit économique à part entière. Donc, il commence à y avoir des réflexions. Après, vous avez tout un tas d'acteurs qui justement sont intéressés par ça, au-delà des entreprises, par exemple les indices financiers. Je travaille beaucoup avec la Société française des indices financiers. Parce que du coup, avec CARE, c'est une des premières fois qu'ils arrivent à rattacher en fait ce qu'ils font dans leur cœur de métier avec une articulation véritablement financière, extra-financière, et sur des choses qui sont concrètes, c'est-à-dire de la gestion, encore une fois, de coûts. Et derrière, il faut aussi une évolution, par exemple, de l'ADEME sur du chiffrage en fait, d'objectifs environnementaux qu'on n'a pas actuellement. C'est-à-dire qu'on met des coûts, et pour avoir des coûts, il faut qu'on ait des objectifs. Les objectifs, on ne les a pas. Alors que, par exemple, la Suisse fait depuis les années 90 ce travail-là. L'Office fédéral de l'environnement en Suisse édite une méthode qu'on appelle la méthode de la saturation écologique, qui fait que pression environnementale par pression environnementale au niveau du territoire suisse, il y a en fait toutes les limites à ne pas dépasser. Donc là, on peut faire du chiffrage de coûts. Donc voilà, c'est ce type en fait d'acteurs, d'actions, à la fois institutionnelles et à la fois de terrain, qu'il faut arriver à mobiliser et qui se mobilisent. Très bien, merci beaucoup.